bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce que je vous propose pour commencer, c'est un dialogue. Après avoir entendu le président de la métropole, je propose à Jérôme Chartier, qui est le premier vice-président du Conseil régional d'Île-de-France chargé de la stratégie institutionnelle du Grand Paris et des relations internationales, de m'accompagner, prenez un micro Jérôme, pour un temps de dialogue, parce que je crois que vous devez partir un peu tôt, et ensuite nous aurons un autre débat avec Philippe Laurent et avec Éric Césari. Donc, Jérôme Chartier, vous représentez ici la région Île-de-France, c'est-à-dire on est un peu au-delà quand même du cadre de la seule métropole et de la ville dense. Vous connaissez tous, toutes et tous, cette phrase d'Alphonse Allais, ce trait d'esprit qui dit « On devrait construire les villes à la campagne car l'air y est plus pur ». Vous voyez bien à quoi je fais référence. On est dans un temps, effectivement, de réelle inquiétude, je crois. Alors peut-être est-elle un peu exagérée, sur la canicule que nous connaissons cette semaine. Mais on sait, Dominique Pialot, qui est là, ne me démentira pas, qui est spécialiste du climat, les villes, et particulièrement les grandes métropoles, souffrent déjà et vont souffrir très fortement du changement climatique. Alors je voudrais commencer par là, peut-être, au moment où on s'interroge sur les 10 prochaines années du Grand Paris et de l'avenir, finalement, plutôt que de se concentrer seulement sur les problèmes institutionnels ou de gouvernance qu'il y a, comment est-ce que vous voyez à la région cette problématique du réchauffement climatique ? Merci pour cette question. Je voudrais, si vous me l'autorisez, peut-être élargir le sujet du réchauffement climatique au sujet de l'aménagement de la région Île-de-France, puisque Jean-Christophe Tortora disait que Christian Blanc était le créateur du Grand Paris. Pour moi, il y a deux créateurs du Grand Paris. Et Christian, j'en suis sûr, s'associera à mes propos. Il y a lui et il y a Paul Delouvrier. Paul Delouvrier, en 1965, c'est celui à qui le général de Gaulle confie la mission d'imaginer ce que vous disiez très justement, Philippe, la ville à la campagne. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se retrouve au cœur d'une métropole et en même temps, on est dans un environnement qui est extrêmement qualitatif. On est au début des années 60, la population de la région parisienne, c'est 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est pratiquement le double, un peu plus. Et c'est le démarrage de cette conception des centres-villes secondaires avec la création des villes nouvelles en très grande périphérie de Paris, c'est-à-dire en fait dans la deuxième couronne. Et l'objectif, c'est quoi ? À ce moment-là, c'est de structurer l'ensemble de la métropole de Paris, de l'aire métropolitaine du Grand Paris, et de faire en sorte que les centres-villes secondaires existent par rapport à l'hypercentre qui est le cœur de Paris. Et au fond, cette vision d'aménagement du territoire de Paul Delouvrier a un successeur avec Christian Blanc, puisque lorsque Christian invente le métro du Grand Paris, au fond, il structure entre ces centres-villes secondaires qui sont dans la deuxième couronne de la région parisienne, d'autres centres-villes intermédiaires qui vont être créés en première couronne de la région parisienne pratiquement, avec un petit peu de flirt sur la seconde couronne. Bref, on est sur un aménagement du territoire qui se fait en quelque sorte en constellation et non plus avec une planète centrale et l'ensemble des satellites autour qui vont vers la planète centrale. C'est une conception d'aménagement du territoire qui est vraiment centrale, qui est stratégique si on veut effectivement concevoir la métropole du Grand Paris, l'aire métropolitaine, sur un horizon 2050 comme l'une des principales métropoles du monde. Notre enjeu de discussion, c'est bien celui-là. Si on considère aujourd'hui l'autre modèle, très grand modèle de métropole mondiale qui est en train de s'organiser, c'est la constellation des villes autour de Hong Kong, Macao, qui vont former 11 villes autour de la baie de Hong Kong, environ 65 millions d'habitants, un PIB d'environ 1600 milliards d'euros. Bref, une super métropole qui est en train de s'organiser autour de cette baie, dont le fameux pont de 50 km, qui est d'ailleurs une partie un tunnel et une partie un pont, est en train de structurer cet aménagement. Il y aura à travers la baie de Hong Kong une voie supplémentaire. Bref, la Chine est en train d'aménager
une super métropole d'échelle mondiale. Il y aura comme cela, à l'horizon 2050, plusieurs métropoles d'échelle mondiale. Et tout l'enjeu est de savoir comment est-ce que les habitants qui veulent habiter dans une métropole, ce qui va quand même correspondre pratiquement à 75% des habitants mondiaux qui vont chercher d'une façon ou d'une autre à rejoindre les métropoles dans les 50 prochaines années, comment est-ce que les habitants qui vivront dans les métropoles arriveront à faire coïncider la qualité de vie et en même temps l'attrait d'être avec l'ensemble des services de la métropole. Et pour cela, il y a une seule réponse, c'est au fond l'aménagement de l'espace et la consommation de l'espace. C'est pour ça qu'avec Valérie, depuis plusieurs années, on fait avancer cette réflexion sur le fait de coller l'aire métropolitaine du Grand Paris sur une structure qui soit adaptée, de telle sorte que l'on puisse prévoir les espaces naturels, entre guillemets, à consommer pour que les habitants puissent venir y demeurer à l'horizon 2050. Voilà en fait toute une vision stratégique du Grand Paris qui doit être, pour nous, la vision qui doit, à l'instar de ce qu'a fait à l'époque le général de Gaulle et Paul Delouvrier, qui doit triompher. J'ai le sentiment aujourd'hui, et puisqu'on parlait de réchauffement climatique, je préfère toujours parler de dérèglement climatique, et qui fait qu'on va connaître une petite période caniculaire pendant une semaine. C'est vrai que ces questions-là vont être au centre des préoccupations des habitants, que ce soit aujourd'hui, que ce soit encore plus dans les années futures. À nous d'y apporter les réponses en termes d'aménagement du territoire. Alors si on a une vision effectivement globale du Grand Paris qui s'étendrait jusqu'à la région, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé ces 15 dernières années dans la région. Il y a eu une étude qui a fait beaucoup parler d'elle, vous la retrouverez, on l'a reproduite dans la tribune cette semaine, de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme qui fait état d'une explosion des fractures territoriales au sein de l'Île-de-France. On pourrait rappeler aussi que les Gilets jaunes sont nés en Île-de-France. L'un de leurs leaders charismatiques, Éric Drouet, habite à Melun. Et les Gilets jaunes, quand on parlait des Gilets jaunes, on parlait souvent, on raisonnait Paris-Province. En fait, non, c'est aussi au sein de la région parisienne. Cette problématique de rééquilibrage des territoires, comment est-ce que vous l'abordez justement et comment y répondre aujourd'hui ? Écoutez, il a fallu attendre Christian et Nicolas Sarkozy pour faire le projet du métro du Grand Paris. Et quelque part, c'est ça qui est assez absurde dans l'affaire. Lorsque j'étais jeune maire, il y a 25 ans de cela, j'étais président du syndicat d'aménagement de mon territoire, environ une cinquantaine de communes, et j'avais déjà imaginé que l'on puisse créer un train qui relie la ville nouvelle de Cergy-Pontoise à Roissy-Charles de Gaulle. Et j'étais surpris que finalement personne n'y ait même songé un seul instant, puisque le principe de créer une voie de transport rapide et régulière entre ces deux unités urbaines était le moyen de développer l'ensemble du territoire sur cette partie de la région nord de l'Île-de-France. Et si, voyez-vous, j'y ai pensé, c'est parce qu'au fond, énormément d'élus m'en avaient fait la demande à l'époque et m'avaient dit que c'était quand même assez bizarre qu'on n'ait jamais pensé à un développement en constellation. On est dans une tradition française qui reste extrêmement jacobine, extrêmement centralisatrice, où tout part du centre, et je dirais d'un seul centre. Il faut qu'on arrive à exploser cette vision pour avoir une vision constellaire. Si nous n'y parvenons pas, au fond, c'est le blocage du développement du Grand Paris dont il s'agit. Mais si je puis me permettre, on a déjà répondu avec le projet de Christian, le métro du Grand Paris, à cette question. On sait que dans quelques années, il y aura en fait une vision qui sera réellement constellaire avec des centres-villes secondaires qui seront créés. Mais il faut l'amplifier pour faire en sorte que le métro du Grand Paris puisse joindre les villes nouvelles entre elles à l'échelle de la seconde couronne de la région parisienne. C'est un enjeu majeur, c'est bien sûr un enjeu d'investissement et d'aménagement du territoire, c'est un enjeu dont on dit qu'il pourra prendre du temps, et j'en conviens. Mais sur ce plan du temps, s'agissant de l'aménagement du métro du Grand Paris, qui, pour la dernière tranche, ne cesse d'être reporté, je voudrais simplement attirer votre attention sur un autre projet d'envergure à peu près similaire qui est en train d'être mis en œuvre dans le monde. C'est l'accroissement du métro de Singapour. 190 km supplémentaires, le métro du Grand Paris tout compris, c'est 200 km. Singapour l'aura fait en moins de 10 ans, en 9 ans très précisément. C'est-à-dire en à peu près 2,5 fois moins de temps qu'il va nous en falloir pour pouvoir réaliser le métro du Grand Paris. Alors, vous allez me dire, et vous avez raison, que tout cela est une question de moyens. Oui, c'est vrai. Mais à nous aussi de fixer les priorités. Est-ce que le Grand Paris, d'échelle mondiale, est-ce que le fait d'être la première métropole européenne d'échelle mondiale
n'est pas un enjeu d'emploi, n'est pas un enjeu, bien sûr, d'aménagement du territoire et donc par conséquent de qualité de vie des habitants, et n'est pas un enjeu d'attractivité économique. Moi, je le pense. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il faut plus que jamais mettre les moyens pour accélérer l'aménagement du métro du Grand Paris et même prévoir une phase complémentaire pour relier les villes nouvelles entre elles. C'est vrai que des questions que se posent beaucoup de Parisiens comme de Franciliens, c'est que ça va prendre du temps. Hier, au début donc, de cet épisode de canicule, j'y reviens, Valérie Pécresse a annoncé qu'il y aura donc la climatisation dans le RER et dans les bus dans 5 ans. C'est long, ça fait beaucoup d'étés chauds. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite et comment, alors je sais bien que c'est toujours un problème de financement et qui paye, mais est-ce que vous parlez de la construction du métro de Singapour en 10 ans? Nous, en 5 ans, il nous faut 5 ans pour mettre la climatisation. Alors, si vous pensez que la climatisation, vous ajoutez une boîte comme dans un appartement et puis que ça suffit, oui, c'est vrai que vous pouvez le faire en 1 semaine, voyez-vous. Vous passez une commande, enfin, ça prendra un peu plus de temps avec les marchés publics. Parce que ce week-end, il y a beaucoup de clims qui ont été achetés. Mais ça peut aller vite. Mais comme vous l'imaginez, climatiser une rame de RER, une rame de train, c'est un peu plus complexe, si vous voulez, qu'ajouter juste une boîte de climatisation. Donc c'est la raison pour laquelle, 1, ça va prendre du temps, et 2, effectivement, si on veut, ce qui est l'objectif de Valérie, de climatiser l'ensemble des structures de transport public en Ile-de-France, il faut le faire selon un calendrier qui soit, je dirais, assumable. Ce qui est malheureux dans cette affaire, c'est de penser que ces questions-là sont arrivées seulement au moment de notre arrivée, puisque, pour tout vous dire, cette idée, nous l'avions dans le projet. Je suis à l'origine du projet pour la région Île-de-France en 2015, et en l'occurrence, cette idée de climatisation, nous l'avions à ce moment-là. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'aucun projet de climatisation n'était prévu. Il y avait un blocage à l'époque, puisque la majorité précédente était liée avec un accord avec les Verts qui refusaient le principe de climatisation. Or, pour nous, c'est central. Il faut climatiser les transports publics simplement pour qu'ils puissent être utilisés en période caniculaire. Et donc, on a pris la décision d'accélérer le processus de telle sorte qu'effectivement, dans 5 ans, tout le réseau en Île-de-France puisse être climatisé. Je rappelle que le réseau en Île-de-France, c'est 12,5 millions de trajets par jour. Donc c'est absolument colossal comme dimension. C'est l'un des réseaux qui est les plus importants en Europe, l'un des principaux du monde. Et donc par conséquent, à chaque fois qu'on prend une décision, il faut effectivement la dimensionner à l'échelle du réseau. Et en l'occurrence, cette décision est prise. Je vous posais cette question parce qu'on a réalisé un sondage, alors pas au niveau du Grand Paris, mais au niveau de Paris, dont on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais sans tout déflorer, ce qu'on voit bien, c'est que c'est le Paris du quotidien. Et donc je pense que le Grand Paris du quotidien, qui aujourd'hui est la grande préoccupation des gens, des habitants. Ça peut être la climatisation aujourd'hui, ça peut être la propreté, ça peut être évidemment toutes ces questions-là. Je voudrais en terminer avec vous, pour vous libérer, par une dernière question. Vous faites une magnifique campagne de publicité, donc je voulais vous féliciter, où vous comparez Paris à Tahiti, ou le Grand Paris à Tahiti, l'Île-de-France, pardon, à Tahiti. Tahiti, non l'Île-de-France, et quelques autres très belles images. Et pourtant, on sait que des habitants de Paris quittent Paris parce que Paris est devenu trop cher. On sait que des habitants de l'Île-de-France quittent l'Île-de-France parce que... Alors, je sais qu'il y a débat sur les chiffres, enfin en tout cas, c'est ce qu'on commence... C'est un risque. Il y a aussi des entreprises qui trouvent que la région parisienne... Les impôts, ils sont peut-être plus élevés qu'ailleurs. Il y a des régions aussi attractives ailleurs en France. Ce n'est pas Jean-Christophe Tortora qui me démentira sur ce point. Il y a beaucoup de régions très attractives en France. On y est d'ailleurs, nous, la Tribune, beaucoup. Donc, comment maintenir l'attractivité de la région Île-de-France ? Bon, j'entends effectivement ces chiffres de temps en temps, mais à ces chiffres-là, je voudrais rappeler d'autres éléments de proportion pour, comme on dit, replacer la discussion dans son contexte. La région Île-de-France, c'est la première région de France, comme chacun sait. C'est la première région d'Europe. C'est la 3e région du monde, derrière Tokyo et la Californie, en termes de rapport PIB par habitant. C'est 35% du PIB français. C'est 50% en termes de locomotive du PIB français. Donc ça veut dire que le rôle de région centre de la région Île-de-France est complètement assumé. Que des entreprises qui se développent souhaitent aller se développer, par exemple,
en Aquitaine ou en Nouvelle-Aquitaine, pour faire plaisir à Jean-Christophe Tortora, dans la région de Toulouse aussi. C'est normal, et au fond, c'est le rôle de la région Île-de-France. Mais l'important, c'est que la région Île-de-France reste la première région de recherche. Elle l'est, 16 000 chercheurs. Reste la première région d'innovation. Elle l'est, avec le fourmissement de centaines, voire de milliers de start-up aujourd'hui. On l'a encore vu au grand salon Vivatech, voici quelques jours, dans la région, et le partenaire hôte. Que la région Île-de-France reste cette région qui soit à l'origine des initiatives. Elle l'est. Et maintenant, le vrai sujet dont vous avez parlé, c'est les habitants qui quittent Paris. Et aujourd'hui, je crois que non seulement en termes d'organisation territoriale, mais c'est vrai qu'en termes de stratégie, nous avons sans doute un sujet qui peut être au centre de ce débat du Grand Paris, s'agissant de Paris intramuros. Et puis, pour prolonger cette réflexion, est-ce que la notion de Paris intramuros, à l'heure du Grand Londres, et de l'élection du maire du Grand Londres à l'échelle de ce qui pourrait être en quelque sorte le format de la métropole du Grand Paris, est quelque chose que l'on peut imaginer comme transposable à l'échelle française. Ce sont des questions qui sont importantes à réfléchir si l'on veut que la métropole du Grand Paris, fondée sur l'aire métropolitaine, puisse ressembler à quelque chose, qu'il puisse y avoir en quelque sorte un grand maire du très grand Paris, mais qu'on ne fasse pas pour le coup l'erreur qu'ont fait les Londoniens lorsqu'ils ont conçu le Grand Londres en 1965, où ils ont conçu une aire trop courte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aire métropolitaine du Grand Londres, ça fait 12 millions d'habitants, tandis que le Grand Londres en tant que tel, ça fait 8 millions d'habitants. Ce qui crée des problèmes d'organisation absolument terribles aux franges du Grand Londres. Et donc, avec Valérie, notre vision, c'est qu'il faut prévoir l'avenir. Et prévoir l'avenir, ça veut dire simplement imaginer ce que va devenir l'aire métropolitaine du Grand Paris, de la prendre de la façon la plus large possible pour faire en sorte qu'à l'horizon 2050, on ait un maire du Grand Paris qui colle avec une aire métropolitaine du Grand Paris. Et qui pourrait être en même temps le président ou la présidente de la région, donc si je vous comprends écoutez, c'est votre idée, mais à la limite, c'est pas une mauvaise idée. Bien, merci beaucoup Jérôme Chartier. On vous libère. Merci d'être venu. Et pour prolonger le débat, je propose donc à Éric Césari, qui est le vice-président de la métropole du Grand Paris en charge des quartiers d'affaires, et Philippe Laurent, le maire de Sceaux, délégué du Conseil régional d'Île-de-France chargé du suivi du Grand Paris Express, de venir prolonger la discussion. Attention, vous avez le micro juste sous votre chaise. Voilà. Sur le côté, il était. Sur le côté, rassurez-vous. Éric Césari, vous avez entendu donc le point de vue de la région. J'aimerais entendre le point de vue de la métropole du Grand Paris sur justement cette question, peut-être au préalable, pour ne pas s'étendre trop sur les questions de la gouvernance, mais on attend que le président de la République, un jour, dise de quel côté la tartine va tomber sur la gouvernance du Grand Paris. Ça fait 2 ans qu'on attend. On entend dire que ça pourrait se faire peut-être cette année, mais mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en matière institutionnelle, pour consolider cette construction qu'est cette grande intercommunalité, finalement, polycentrique, qu'est le Grand Paris? Écoutez, beaucoup de questions dans votre question, en réalité. Vous avez 2 minutes. On pourrait y passer la matinée, donc je vais faire très court, très synthétique, et probablement, je vais laisser de côté beaucoup de choses. Mais, en gros, mon collègue Philippe Laurent ajoutera, mais je pense que la première chose, c'est qu'il faut évidemment se garder de toute interprétation des signes jupitériens. Aujourd'hui, chacun sort de l'Élysée en pensant qu'il a trouvé et qu'il a convaincu le président de la bonne solution pour organiser l'aire métropolitaine. Moi, je crois que le seul qui sait à peu près ce qu'il a en tête, c'est lui-même. Et donc, je me garderai de jouer les devins. Pour ce qui est du calendrier, mon sentiment, mais ce n'est que mon sentiment, je vois mal une réforme en profondeur. Il peut toujours y avoir des ajustements, des améliorations, mais une réforme en profondeur sur le plan institutionnel, moi, je ne la vois pas dans les 2 ans qui viennent.
les échéances électorales qui vont rythmer la période jusqu'à la prochaine présidentielle sont probablement de nature à empêcher qu'on aille très loin. Il y a les municipales au mois de mars 2020, mais derrière, vous avez les départementales, les régionales. On ne sait pas s'il n'y aura pas là une réforme pour que les élus soient fusionnés ou pas, avec le conseil territorial, dont les ministres concernés ont parlé il n'y a pas si longtemps que ça, une idée qui avait été soulevée et initiée par le président Sarkozy. Derrière, nous avons une partie des sénatoriales. La présidentielle arrive après. Moi, je vois mal, à 6 ou 8 mois de la présidentielle, qu'on réorganise en profondeur le champ institutionnel. Philippe Laurent, qui est à l'AMF et qui est le secrétaire général de l'AMF, aura peut-être un avis plus clair là-dessus que moi. Voilà, ça, c'est le premier point sur le plan institutionnel. Pour répondre très vite sur le reste, moi, je crois à deux choses. D'abord, l'aire métropolitaine, il faut se poser la question de sa différenciation avec la métropole. L'aire métropolitaine, ce sont les enjeux de relations entre toutes les entités, quelle que soit leur nature, qui vont tisser l'activité, les liens économiques. Et de ce point de vue-là, l'aire métropolitaine, on peut considérer que le port du Havre, c'est le port de Paris. Alors, l'aire métropolitaine va jusqu'au Havre. C'est pas Édouard Philippe qui vous dira le contraire. Voilà, Édouard Philippe ne me contredira pas, je pense. Mais dans le même temps, je ne suis pas sûr que le Havre, ce soit encore l'Île-de-France. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il y a là une différenciation à faire. Et de mon point de vue, la métropole institutionnelle, on peut toujours discuter de la manière dont elle est composée, gouvernée, etc. Mais la métropole institutionnelle, c'est l'organisation de la zone dense. La zone dense, c'est aujourd'hui les 130 villes plus la ville de Paris. Et croyez-moi, organiser cette zone dense, qui couvre à elle seule 75% en gros des emplois de l'Île-de-France, ça suffit très largement à être débordé par les besoins des Franciliens pour leur vie de tous les jours, ce dont on doit discuter ce matin. Voilà. Si vous voulez que je laisse la parole 2 secondes peut-être à Philippe Laurent pour qu'il réponde sur l'AMF. On peut demander le point de vue. Après, je reviendrai sur le reste. Mais bien sûr, on va continuer le débat. On a quelques minutes encore. Philippe Laurent, sur cette vision institutionnelle. Oui. Non, mais je peux dire quand même bonjour à tout le monde d'abord. Oui, bien sûr. Je n'ai pas fait. Non. Bonjour à toutes et à tous. Et juste un mot, Philippe, si tu permets, juste un mot pour saluer Christian Blanc et dire que moi je fais partie de ceux, et on n'est pas très nombreux, qui avons répondu en 2001, c'était le 5 décembre 2001, à l'invitation de Bertrand Delanoë, qui venait d'être élu maire de Paris, à ouvrir les portes. À l'époque, les relations entre les communes de banlieue et la ville de Paris étaient inexistantes, il faut le savoir, on s'en souvient. Et donc Delanoë a eu cette pression, bon, c'était pas forcément très compliqué non plus, mais enfin il fallait le dire, de dire que Paris ne pouvait plus travailler tout seul, que cette idée métropolitaine, on ne parlait pas ni de métropole, ni surtout pas de Grand Paris, ça aurait fait peur à tout le monde, mais il a eu cette pression, il a invité donc un certain nombre de maires à venir, et on a commencé à discuter, il a nommé Mansa pour s'en occuper, et on a parlé beaucoup entre nous pendant quelques années. Et dès le départ, tout à l'heure, Patrick Ollier parlait de la qualité de vie, et dès le départ, on a toujours eu cette préoccupation, cette obsession même, d'essayer de faire de cette future métropole, enfin de cette métropole qui existait déjà dans les faits, mais de faire en sorte de l'organiser pour que ce soit une métropole de l'après-Kyoto, que ce soit une métropole aussi tournée et soucieuse, très soucieuse de la qualité de vie de ses habitants. Ça a été vraiment une affirmation dès le départ. Et ensuite est arrivé donc Nicolas Sarkozy et donc Christian Blanc. Et là, l'État s'est remis dans cette affaire. Parce qu'avant, il n'y était pas, l'État. C'est là où l'État est réintervenu dans cette affaire. Et c'était à juste titre. Parce que nous, élus, nous ne pouvions pas seuls franchir un pas. Et le pas a été franchi grâce à l'État. Et il a été choisi, et je crois aussi que c'était une très bonne idée, de mettre l'accent, au moins dans un premier temps, sur la question des transports. Mais ce n'était pas seulement les transports. Le projet était un projet urbain. Il y avait les transports, il y avait les lignes, et il y avait aussi les centres urbains, l'urbanisation autour des gares, etc., qui était une volonté forte et qui était vraiment une volonté d'aménageur. Malheureusement, aujourd'hui, on a gardé les lignes, on les a décalées dans le temps, on a un peu perdu l'ambition urbaine autour des gares. Et moi, en tant que
donc délégué de la région pour le suivi du Grand Paris Express. Je dis le suivi parce que la région, à l'heure actuelle, n'a pas de responsabilité opérationnelle dans le Grand Paris Express. C'est une société d'État qui est la Société du Grand Paris qui est en charge et qui est quand même sous tutelle, évidemment c'est une société d'État, donc sous tutelle de l'État, et qui dit sous tutelle de l'État, mesdames et messieurs, dit sous tutelle de Bercy, qui ne facilite pas les choses. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, ma préoccupation et la préoccupation de Valérie Pécresse, c'est de faire en sorte que cette question urbaine, cette question de l'aménagement autour des gares, de reconstituer des quartiers centraux, eh bien, cette question donc, soit reprise en main et ressuscite l'enthousiasme à la fois des élus, mais aussi de la population. Parce qu'il y a eu un grand engouement de la population et des habitants pour cette idée du Grand Paris Express. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Je ne dis pas qu'il y a une opposition, mais c'est un peu moins le cas, parce que d'abord, on voit que ça s'étale dans le temps, on voit des chantiers qui sont j'allais dire, ennuyeux quoi, pour la vie quotidienne, avec des circulations complexes, etc. Et on a perdu un peu cette idée, donc encore une fois, de recréer des quartiers de vie avec une mixité fonctionnelle, commerce, habitation, bureaux, etc., etc. Donc, on a une nouvelle ambition. Il faut redonner de l'ambition, une ambition populaire au Grand Paris Express. Ça, c'est vraiment un message que je voulais faire passer. Ça, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de la métropole, c'est l'affaire des communes, c'est l'affaire de la région, c'est l'affaire des départements, c'est l'affaire de toutes les institutions. Et c'est évidemment aussi l'affaire de l'État qui doit davantage s'en saisir, parce qu'à l'heure actuelle, je suis obligé de reconnaître que l'État est quand même assez absent de cette affaire. Alors, s'agissant maintenant de l'institutionnel, donc Éric a raison. Vous savez que l'Association des maires de France, d'une manière générale, a demandé, j'espère qu'elle l'obtiendra, on peut penser qu'au moins elle l'obtiendra en partie, une révision de la loi NOTRe sur l'intercommunalité. Parce qu'il est apparu qu'en réalité, on était passé peu à peu d'une intercommunalité de choix, les communes choisissant avec qui elles travaillaient et élaborant ensemble un projet de territoire, l'intercommunalité n'étant qu'un outil en fait des communes, ce qui n'est pas dénigrant, mais étant un outil des communes, et on est passé peu à peu, avec notamment la loi NOTRe, à une intercommunalité imposée par des limites qui ont été finalement imposées par les préfets. Donc ceci a créé vraiment j'allais dire, un blocage et un sentiment de dessaisissement des maires, qui n'est pas étranger au malaise des maires que nous connaissons, notamment en milieu rural. Alors, face à ça, on vous a promis une réforme de la loi. Oui, mais enfin, la réforme, on dit une réforme, mais ça dépend quelle réforme. Nous, vous savez, on est des gens concrets, pratiques à l'AMF. Hein. On n'est pas dans le romantisme, vive les maires, on est dans le concret, dans les solutions. Comme on dit, hein, il faut des mots d'amour et il faut des preuves. Enfin, les mots d'amour ne suffisent pas, il faut des preuves. Et donc, on a proposé un certain nombre de choses concernant notamment la répartition des compétences entre les communes et les intercommunalités, puisque en réalité, la loi NOTRe a imposé le transfert de compétences, alors même qu'on se rend compte que sur le terrain, ça n'était pas ni souhaitable ni nécessaire. C'est un peu la même chose pour nous, sur la métropole du Grand Paris, parce que nous avons une construction que vous connaissez, qui est assez particulière. Pour nous, enfin pour beaucoup d'entre nous, pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre nous, l'intercommunalité naturelle, c'est la métropole du Grand Paris. Les territoires, qui sont des intercommunalités secondaires, ne sont en fait que des découpages territoriaux, des découpages administratifs qui peuvent être chargés de gérer des services publics, de gérer des grands équipements à l'échelle de 10, 12 communes ou un peu plus, mais en aucun cas des structures qui doivent avoir des responsabilités stratégiques. La responsabilité stratégique, elle appartient à la métropole et elle se décline dans les communes. Enfin, c'est ce lien que nous voulons renforcer, qui aujourd'hui est un peu perturbé par le fait que la loi, c'est pas des volontés des uns et des autres, mais la loi a confié de manière obligatoire aux territoires, aux établissements publics de territoire, qui représentent des territoires qui sont purement administratifs, qui n'ont pas une logique de bassin de vie, a confié donc l'élaboration des PLU avec tout ce qui va avec et l'ensemble des opérations d'aménagement. Et donc je peux vous dire, et les professionnels le savent, que c'est en train de provoquer un certain nombre de blocages parce que d'abord une révision de PLU à l'échelle de 12 communes, c'est très lourd, très long et que ça crée des conflits. Ça peut créer des conflits, et que des opérations d'aménagement conduites par des établissements qui n'existaient pas quelques années auparavant, qui n'ont pas la tradition administrative, la culture administrative nécessaire, et qui n'ont pas non plus les compétences techniques nécessaires en leur sein, peut-être elles l'auront dans 10-15 ans, mais enfin, pour bâtir
des équipes, c'est très très long. D'ailleurs, la SGP le voit bien, la Société du Grand Paris l'a bien vu, elle a payé un peu les conséquences. Eh bien, alors même que dans les communes, qui sont des grandes communes, la moyenne d'habitants, du nombre d'habitants des communes de la métropole du Grand Paris, c'est 30 000 habitants. C'est-à-dire c'est considéré comme une grande ville dans beaucoup de territoires de province. Donc, toutes ces communes ont des services qui savent faire les choses. Et aujourd'hui, on a confié ça au territoire. La loi a confié ça au territoire. Donc nous, ce que nous demandons, et ce que demande l'AMF, c'est le retour de la compétence PLU et d'aménagement aux communes, avec une compétence métropolitaine du SCOT métropolitain, qui soit éventuellement renforcée pour assurer la cohérence de tout ça. Voilà, c'est la demande de l'AMF. Je ne dis pas que c'est partagé par tous mes collègues élus de la métropole, mais je pense que par un grand nombre de maires, c'est tout de même partagé. Merci. On a peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on évoque la ZFE. Oui, bon. Non, mais c'était important que vous le rappeliez. Avant de nous quitter et de continuer, je voudrais quand même qu'on parle de la ZFE. La ZFE, c'est un exemple concret, mis en place par la métropole. Philippe Laurent, la ville de Sceaux, j'ai vu, va appliquer la ZFE. Vous avez signé. La ZFE, c'est typiquement un sujet de qualité de vie pour les habitants, pour le futur, mais en même temps, un sujet, on le voit bien, pas simple à mettre en œuvre. Patrick Ollier nous dit dans la tribune qu'on ne commencera à sanctionner que dans quelques années. On ne va pas mettre des PV tout de suite. Comment est-ce que vous ne craignez pas, au moment où on voit bien que ça va forcément se durcir sur les questions de qualité de l'air, un risque de grands foutoirs entre ceux qui viendront de la grande région, qui voudront traverser, qui auront encore un vieux diesel? Comment est-ce qu'on peut accompagner, en tout cas, les gens dans cette transition? Quel est le rôle moteur que peut jouer la métropole dans ce sens? Écoutez, d'abord, dès lors qu'on veut lancer une opération intercommunale sur un champ d'application qui ait du sens, et donc sur de nombreuses communes, il faut qu'il y ait un opérateur fort. Et donc la métropole se trouve naturellement dans ce rôle, puisqu'elle est, comme le soulignait Philippe Laurent, une intercommunalité. C'est-à-dire qu'elle est l'émanation du choix partagé des maires en termes de choix politiques et donc de lancement de nouvelles opérations. La ZFE, c'est un choix qui a été donc partagé par les représentants des 131 communes de manière très large. Quand je dis très large, c'est à la quasi-unanimité. Il y a eu très peu de votes de gens qui s'abstenaient. Ceux qui se sont abstenus, ce n'est pas du tout en refusant la ZFE, c'est simplement parce qu'ils craignaient que les modalités de mise en œuvre soient trop drastiques et aient un impact sur les populations. Il faut faire la ZFE. C'est un engagement de l'État au plan international. C'est une responsabilité vis-à-vis des 6600 personnes qui meurent chaque année de manière directement liée aux problématiques respiratoires et de la pollution. Donc de pollution de l'air. C'est une responsabilité pour les élus que nous sommes. Et donc la ZFE, elle doit se faire. À marche forcée, c'est vrai, mais parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Ça fait déjà depuis 2015, la question est en suspens. La métropole s'en saisit, elle décide. Les applications sont très simples. Tout ce qui est en dessous de la 86 va rentrer dans le contrôle suivant la vignette critères 4, 5, 3, 2, 1, etc. Aujourd'hui, Paris est déjà en interdiction sur le critère 5, c'est-à-dire des voitures qui ont plus de 20 ans. Et nous allons accompagner cette démarche en passant nous-mêmes sur la zone des 130 communes autour, enfin sur la zone des 80, un peu moins de 80 communes autour. Il y en a aujourd'hui 75% qui ont signé. Nous allons mettre en place la même sélection, le même contrôle, mais c'est l'État qui fera les contrôles et c'est l'État qui doit verbaliser. Donc, tant que l'État n'aura pas mis en place les moyens de contrôle aux accès des communes, eh bien, il n'y aura pas de verbalisation. Mais c'est une prise de conscience pour la population. Et moi, je crois beaucoup à la prise de conscience, à la pédagogie. Ça me rappelle un peu l'affaire de l'écotaxe en Bretagne. Pardon ? L'affaire de l'écotaxe en Bretagne, quand on a commencé à vouloir la mettre en œuvre, c'est là qu'on s'est rendu. Vous croyez vraiment qu'il y aura un jour des sanctions? Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, plus PV, personne, ça va vraiment se faire. Par des jours comme aujourd'hui. Si c'est pas vous qui les donnez, voilà. Mais que c'est l'État. Non, mais avec les journées que l'on vit aujourd'hui, plus personne ne se pose la question de savoir s'il y a une urgence climatique ou pas, s'il y a un vrai problème lié à ces questions-là ou pas. Oui, vous savez, c'est la fameuse histoire de la fin du monde et de la fin du mois. Hein, ça, oui. Qu'est-ce que vous mettez en place comme aide aux gens pour remplacer leur voiture? Il y a une mise en place d'ailleurs d'un accompagnement
par l'État et par la métropole de financements croisés qui font qu'on arrive à prendre en charge jusqu'à 50% du coût d'un changement de véhicule. Je pense que vraiment, on ne peut pas faire plus que... Pas pour tout le monde, pour certaines catégories. Évidemment, il y a des critères de ressources, de revenus, etc. Philippe Laurent, ça avait été une décision facile à prendre pour la ville de Sceaux, parce que vous êtes, je crois, classé numéro 1 en Île-de-France pour la qualité de vie. Très bien. Enfin, j'ai vu ça. J'ai dit que vous êtes. C'est intéressant comme classement. C'est une des villes la plus. Non, ça a où été... il fait le mieux et bon vivre. Bon, bah écoutez, tant mieux. Non, enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans plein de petites contradictions, si vous voulez. Première, sur l'histoire des ZFE, évidemment, c'est une démarche qui est nécessairement métropolitaine. Elle pourrait même être régionale, d'ailleurs, et puis nationale, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais ce qu'il y a, c'est que les pouvoirs de police, ils appartiennent aux maires. Et ça ressort du pouvoir de police. Donc la métropole ne peut que, finalement, inciter et mettre en place des mesures d'accompagnement qui permettent aux maires de prendre l'arrêté en pouvant le justifier auprès de leurs habitants, à la fois pour les raisons de fond qui ont été rappelées, et aussi en leur disant il y a un accompagnement qui a été mis en place à la fois par la métropole et aussi par l'État. Bon, bref. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, bon, nous, on a signé conjointement, d'ailleurs, avec la ville de Brault-l'Arène, qui est voisine. On a voulu faire ça en même temps pour des questions symboliques, quoi. Mais il est important qu'on y passe, quoi. Alors, mais bien sûr, c'est un peu absurde, parce que si la ville d'Antony à côté ou la ville de Châtenay ne signe pas, ça veut dire que le type, il pourra aller avec sa voiture critère 5 jusqu'à la limite de Sceaux, puis après, il ne peut plus, donc il va faire un tour pour contourner la ville. Non, mais ça c'est n'a absurde. Pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais c'est lié simplement au système juridique qui fait que le maire a gardé le pouvoir de police et que par ailleurs les maires souhaitent le garder pour d'autres raisons. Pas forcément pour cette raison-là, mais ça ne se divise pas. Donc voilà, on en est là. Donc la seule façon de faire, c'est que un certain nombre de maires soient un peu en avant et puis derrière, ils entraîneront. Quand vous aurez la moitié des communes qui sera concernée, les autres y viendront parce que finalement, la population aura donc globalement... Elle sera dans une acceptation globale des choses. Vous savez, c'est ça la question. Moi, je me souviens, quand il a fallu, nous avons cessé l'utilisation des produits phytosanitaires il y a déjà assez longtemps. Et donc, évidemment, il y a eu un peu plus d'herbe sur les trottoirs, dans les caniveaux, etc. Bon, ok. Donc, les gens ont râlé. Ils ont dit la ville est sale. Et puis maintenant, ils disent plus trop ça. Ils sont habitués. Et ils ont compris que voilà, c'était la conséquence de l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires. Et maintenant, je n'ai plus de récrimination là-dessus. Donc, il y a toute une comment dirais-je, une appropriation par la population. C'est très lent. Et d'ailleurs, pour donner un autre exemple... Ce sera votre conclusion. Oui, ce sera la conclusion, mais pour donner un autre exemple de l'appropriation par la population, de toutes les questions que nous soulevons ici, je voudrais juste dire la chose suivante, c'est que nous avons une immense contradiction dans une partie de la population, je ne dis pas dans toutes les communes, enfin dans une commune comme Sceaux, c'est particulièrement vrai, entre l'idée qu'il faut désimperméabiliser les sols, c'est-à-dire les rendre le plus perméables possible, et l'idée qu'il faut baisser la hauteur des constructions. Par exemple, je vous donne cet exemple-là. Dans une ville comme Sceaux, nous sommes tenus de construire à peu près 150 logements par an. La moitié pour maintenir la population actuelle, l'autre moitié pour augmenter très légèrement la population. La population de Sceaux était de 20 600 habitants en 1968, elle est aujourd'hui de 19 900 habitants. Donc on a perdu de la population depuis 1968. Bon, c'est comme ça. Et pourtant, on a construit. Et il y a de moins en moins de personnes par logement. C'est une autre préoccupation. Mais ça, ok, c'est une donnée que nous constatons. Mais si on veut loger plus de monde en désimperméabilisant les terrains et en pouvant planter des arbres, etc., dans de la pleine terre, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut accepter de construire un peu plus haut. Voilà, pour loger le même nombre d'habitants. Je voudrais juste attirer votre attention sur cette contradiction. C'est cette contradiction-là qui, en ce qui me concerne comme maire de Sceaux, me mobilise le plus et me fait passer le plus de temps de pédagogie. Et encore, je ne suis pas sûr que j'y arriverai. On verra ça en mars. Bien, merci à tous les deux. Merci d'être venus jusqu'ici.